Gabriel Osson faisait partie de ces écoliers qui ont été forcés d'assister à l'exécution publique des militants du mouvement Jeune Haïti, Louis Drouin et Marcel Numa, exécutés en 1964 devant le cimetière de Port-au-Prince. Duvalier obligeait les écoliers à participer à cet événement qu'il considérait comme une séance civique et éducative. Le gouvernement de Duvalier avait demandé à toutes les écoles de prendre les présences ce matin-là pour s'assurer que tous les élèves indistinctement assistaient à cette exécution. En fait, c'était vraiment épouvantable parce que ça avait un peu l'impression d'une fête foraine, jusqu'à ce qu'on entende évidemment les coups de feu du peloton d'exécution. Très marqué par cette histoire, Gabriel Osson a décidé de raconter l'épopée du guérilla des militants du mouvement Jeune Haïti dans un roman intitulé « Le jour se lèvera ». Dans cette interview, il nous parle de son ouvrage, mais nous livre également ses analyses sur la situation actuelle d'Haïti et répond à la question brûlante « Est-ce qu'Haïti était mieux sous Duvalier ?» Gabriel Osson, bonsoir. Bonsoir Guy. Alors, tu es là pour nous parler d'un livre très important, ça s'appelle « Le jour se lèvera ». C'est un livre qui traite de la guérilla des très jeunes militants qu'on appelle Jeune Haïti. Je rappelle tout simplement que ces jeunes-là avaient entrepris de renverser Duvalier. Ils avaient débarqué dans le sud-est, près de Jérémie. Et voilà, ils ont mis en déroute une armée de Tonton Macoute, des soldats fidèles à Duvalier. Mais finalement, cette attaque va se solder par un échec cuisant qui va aboutir par des actes, on va dire, terribles de Duvalier, par non seulement l'assassinat de presque tout le groupe, et deux d'entre eux qui vont être capturés, vont être exécutés en public. Toi, Gabriel, donc, tu as choisi d'en faire un roman pour non seulement rendre hommage à ces jeunes hommes, mais aussi pour raconter cette histoire, parce que c'est une histoire que toi, personnellement, tu as vécue en partie. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as accepté d'en faire un roman? Je suis tombé sur cette histoire-là, si je peux dire ainsi, lors du 50e anniversaire du débarquement de ces jeunes-là à Dame-Marie, au fait, dans le sud d'Haïti. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'histoire qui a été relatée, à part le fait de leur assassinat, donc j'ai dû remonter un peu le cours de l'histoire et d'inventer un peu le parcours parce qu'il n'y avait pas de documentation qui me parlait de ces parcours-là. J'ai pu facilement retrouver les endroits où ils ont été tués, donc les villes qui ont traversé, etc. Donc j'ai fait une cartographie de leur parcours et à partir de ça, j'ai recréé l'histoire. Je voulais montrer aussi un peu la camaraderie qui existait entre ces jeunes-là. La plupart se connaissaient, il y en avait quelques-uns qui se sont greffés un peu à la fin au groupe avant de partir, mais la majorité se fréquentaient déjà, soit parce qu'ils allaient à l'université ensemble, soit parce qu'ils étaient déjà amis en Haïti, parce que certains sont nés en Haïti, d'autres sont nés en exil, parce que leurs parents avaient été exilés par le régime de Duvalier. Penses-tu que ces jeunes-là étaient guidés par une idéologie révolutionnaire? Parce que tu fais dire, en fait non, tu fais pas dire, parce que j'ai vu effectivement au début du livre, en fait tu as mentionné une espèce de credo, vision du groupe Jeune Haïti, par exemple, je le lis: il faut que les hommes soient cultivés pour pouvoir juger, libres de choisir et qu'ils jouissent d'une certaine autonomie économique, fruit de leur travail pour ne pas être dépendants. Alors, est-ce que ces jeunes-là étaient véritablement guidés par une vision, par une idéologie, ou bien uniquement par simple vengeance? Parce que certains ont été vraiment victimes du régime. Mais il y a beaucoup de gens qui ont pensé que les jeunes ont agi seulement par désir de vengeance. Mais ce que j'ai pu découvrir, c'est qu'ils avaient déjà une idéologie en tête, dans le sens que beaucoup
étaient des adhérents un peu au marxisme, au communisme. Et ce qu'ils auraient voulu faire, c'est un peu à la manière de ce qui s'est passé à Cuba, que le peuple se soulève sur leur passage. Moi, je crois qu'ils ont mal compris le psyché des paysans ou de la paysannerie haïtienne, qui déjà avaient une méfiance de l'étranger. Même si c'est des jeunes qui venaient d'Haïti, du fait qu'ils ont vécu à l'étranger, sur leur passage, les gens semblaient les considérer comme des étrangers, et non pas vraiment des Haïtiens qui venaient leur défendre. Il y a l'aspect qu'ils ont mentionné dans leur mémoire de jeunes Haïti, du fait que si les gens étaient éduqués, ils seraient mieux capables de comprendre, mais aussi on sait que une grosse partie des personnes qu'ils ont rencontrées le long de leur parcours de la paysannerie, ce ne sont pas des gens qui avaient une idéologie quelconque. Les autres, tout ce qu'ils voulaient, c'était de survivre, c'est d'avoir de quoi manger et de pouvoir nourrir leur famille. Alors quand on arrive là avec des fusils et puis qu'on dit, bon, ok, on va faire la révolution, pour eux, ça ne veut absolument rien dire faire la révolution. Alors, en fait, la plupart d'entre eux étaient des jeunes, vraiment, en fait, tous étaient des jeunes qui avaient de brillants avenirs. Certains d'entre eux ont été des diplômés des universités américaines, tout ça. Oui. Alors, est-ce qu'ils étaient naïfs? Est-ce qu'ils étaient conscients du danger qui les attendait? C'est une très bonne question, Guy. Je crois qu'il y avait une certaine naïveté de la part de ces jeunes-là, parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient arriver en Haïti pendant un été, faire la révolution et facilement vers la fin de l'été reprendre leur parcours. Je ne crois pas qu'aucun d'entre eux, du moins pas au départ, s'attendait à mourir de la façon que c'est arrivé. Aussi, il y a un concours de circonstances qui a fait qu'ils ont été laissés à eux-mêmes, parce que ils s'étaient portés volontaires pour être une première vague, au fait, les 13. Il y avait d'autres vagues successives qui devaient se joindre à eux. Et il y a deux choses majeures qui se sont passées. Il y a eu un séisme, pas un séisme là, un ouragan qui s'est pointé tout de suite après leur départ de la Floride. Et deux, le gouvernement américain, entre-temps qui les appuyait via la CIA, a décidé de changer son fusil d'épaule parce qu'entre-temps, il y a eu des élections américaines. Donc ces deux choses-là ont fait que les munitions qui devraient suivre pour les appuyer, bon, n'a pas pu se rendre à port. Donc eux autres se sont trouvés tout seuls dans le maquis. Alors, il y a, comment dire, à part le fait que, alors on sait que ça aura fait cette attaque, on va dire cette guérilla aura des conséquences terribles, parce que Duvalier va décider de s'en prendre aux familles de ces jeunes, et il y aura même des victimes collatérales. Je ne sais pas si je peux employer ces mots. Par exemple, il y a la famille Sansarek, par exemple, qui n'avaient pas, on va dire, ils n'étaient pas liés à cette attaque. En fait, cette famille-là va payer une très lourde tribut. Oui, parce qu'ils étaient des cousins. Et dans l'entendement de Duvalier, c'est qu'il disait toujours qu'il allait détruire tout le monde jusqu'à la 5e génération. Je ne me souviens plus combien de générations qu'il avait dit. Parce qu'il dit, si je laissais peu importe le moindre membre de la famille vivant, mais il risque de revenir contre moi. Donc lui, quand c'est arrivé, dans la ville de Jérémie, la majorité de ces jeunes-là venaient de cette ville-là. Et tu mentionnais un peu plus tôt que j'étais un témoin oculaire, mais aussi un témoin auditif de ce qui s'était passé, parce que je passais mes vacances à ce moment-là à Jérémie lors du débarquement des jeunes. Et chose qui était très difficile, c'est que des enfants avec qui je jouais la veille et tout simplement le lendemain disparaissaient, puis là j'essayais de comprendre qu'est-ce qui est arrivé et personne ne voulait le dire. Au fait, à ce moment-là, personne ne savait exactement qu'est-ce qui est arrivé. On a su assez longtemps après que les familles entières avaient été tuées, du petit enfant nouveau-né jusqu'à la grand-mère. Beaucoup des membres de ces familles-là ont été violés par les soldats ou les tontons macoutes de l'époque.
et devant les autres. Donc pour montrer avant de les tuer finalement. Alors ça a été vraiment un massacre incroyable, je veux dire là, puisque pas la moitié de la ville, mais en tout cas une grosse partie des familles de Jérémie ont subi des pertes directes ou indirectes. Oui, d'accord. Donc toi, en fait, tu es de Jérémie et tu connaissais certains membres de ces familles qui ont été massacrées. Tout à fait, tout à fait. Moi, je ne suis pas de Jérémie, j'allais passer mes vacances là-bas à Jérémie. Ok, ok. Alors, il y a aussi le sort de l'un de ces jeunes, Yvan Larac, qui, en fait, je pense qu'au début, qui a été tué, l'un des premiers tués, et que Duvalier avait exposé son corps un peu de façon macabre, fait venir son corps à Port-au-Prince pour exposer, pour dissuader, etc. Oui, d'autres personnes, mais Yvan, au fait, il était à la campagne, il ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit rejoint aussi rapidement par les tontons Macoutes, et il a été tué comme ça d'une balle, son corps a été transporté effectivement à Port-au-Prince, installé sur une chaise et laissé pourrir comme ça pendant des semaines et des semaines au vu et au su de tous. C'est grâce à l'intervention de l'archevêque de Port-au-Prince, ou du nonce apostolique, je pense, de Port-au-Prince, que finalement le corps avait été enlevé. Alors, il y a en fait, par la suite, on va capturer Marcel Numa et Louis Douan. Je pense on va dire ces deux jeunes qui vont être exécutés sur la place publique, en fait, incarnent aujourd'hui, on va dire, le visage de cette action héroïque de ces jeunes. Alors, tu me disais avant, pour préparer cette émission, que toi-même, tu participais. On va dire, tu étais écolier à l'époque et tu participais à ce massacre. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé, comment tu t'es retrouvé dans l'assistance à ce moment-là. Le gouvernement de Duvalier avait demandé à toutes les écoles de prendre les présences ce matin-là pour s'assurer que tous les élèves, indistinctement, assistaient à cette exécution. Alors, en fait, c'était vraiment épouvantable parce que ça avait un peu l'impression d'une fête foraine. Parce qu'il y avait de la musique qui était diffusée par des haut-parleurs un peu partout. Et on nous a amenés en randonnion devant le mur externe du côté nord, je pense, du cimetière de Port-au-Prince. Par chance, vu qu'on était dans les petits, donc on ne nous a pas emmenés jusqu'à la limite de où est-ce que se passait. Donc, j'ai pas vu les tirs. Par contre, vu que c'était retransmis à la radio et dans les haut-parleurs, un peu comme on décrirait un match de foot. Voilà, le cortège arrive, ils descendent de la voiture, donc vraiment étape par étape, jusqu'à ce qu'on entende évidemment les coups de feu du peloton d'exécution. Et après, on a vu ça dans les journaux, les images qui tournaient en boucle à la télé, justement, de ces jeunes-là qui tombaient, tu vois, qui s'affaissaient sous l'impact des balles. Alors, en fait, dans ce livre aussi, tu as rapporté quelques anecdotes où Duvalier a invité les jeunes avant l'exécution publique. Je parle de Louis Douan et Marcel Numa. Raconte-nous ça. Donc, Drouin et Numa, les deux qui ont été arrêtés à deux moments différents, ont été invités, pour la petite histoire, par Duvalier à un banquet la veille de leur exécution. Et lors de ce dîner de gala, où étaient invités tous les hauts gradés de l'armée, etc., Duvalier aurait dit « J'aurais bien aimé avoir des généraux ou des personnes dans mon entourage qui auraient le courage de ces jeunes-là. » Et lors de ce dîner, il aurait dit aux jeunes « Si vous vous repentez devant moi, et vous dites que vous vous excusez de vos actes et de ce que vous avez fait jusqu'ici pour porter atteinte à mon gouvernement, et je vous gracierai sur le champ.
Évidemment, les deux jeunes ont presque ri à sa barbe. Et bon, on connaît les conséquences que ça a lieu. De toutes les façons, je ne pense pas que Duvalier avait vraiment l'intention de les gracier, parce que bon, tout était déjà programmé pour l'exécution le lendemain. Donc, mais c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que Duvalier lui-même a reconnu la bravoure et le courage de ces jeunes. Tout à fait, tout à fait. Et je ne sais pas si les historiens ont remarqué ça ou ont noté, et puis ça va transparaître quelque part dans les livres d'histoire, mais c'est des faits réels qui ont été rapportés. Pour donner une idée, en fait, je ne sais pas si cette citation que je vais lire, est-ce que c'est la vérité ou bien c'est de la fiction. Alors, l'un des révolutionnaires a déclaré « Il n'y a point de liberté sans révolution. Il faut du sang pour améliorer le monde. Haïti peut et doit survivre. Mais le gouvernement dictatorial de Duvalier ne peut et ne doit pas survivre. » Alors, est-ce que effectivement, est-ce que Fred Baptiste tenait évidemment ce discours-là, ou bien c'est... Mais c'est inspiré d'un texte qu'ils ont effectivement écrit. Il y avait eu un échange épistolaire entre le groupe de Fred Baptiste, qui était un peu campé à la frontière de la République dominicaine, qui les soutenait en quelque part, et les groupes les 13 de Jeunes Haïti. Oui, il faut juste rappeler, Gabriel Osson, je vais te laisser finir, comment dire, en parallèle au débarquement des 13 jeunes, effectivement, du groupe Jeunes Haïti, qui arrivait des États-Unis. En République dominicaine, de l'autre côté, il y a un autre groupe qui préparait aussi une attaque. En fait, eux, ils avaient le nom des Camoquais. Ouais. Donc voilà, donc tu es en train de nous expliquer, il y avait, on va dire, une tentative d'échange entre ces deux groupes. Oui. Qui ne sait pas... il n'y avait pas de coordination malheureusement entre les deux. Fred Baptiste et son groupe faisaient des incursions du côté de la frontière haïtienne. Ils attaquaient les casernes, ils attaquaient les polices et l'armée, et ils retournaient en République dominicaine. Ça aurait été bien qu'il y avait ces deux foyers-là qui fonctionnaient en même temps, parce que le gouvernement de Duvalier ne savait pas à ce moment-là où donner de la tête, parce qu'il fallait qu'il divise l'armée et les envoyer sur deux fronts. En fait, ça a été à l'avantage d'ailleurs des 13 au départ, parce qu'ils ont pu faire un grand bout de chemin sans résistance, sans se faire vraiment déranger. À tel point que les sbires de Duvalier dans l'époque pensaient que ce gars-là était invisible, parce que, vu qu'ils étaient assez agiles, donc ils se déplaçaient très 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 rapidement. Donc quand on les attendait à tel endroit, ils attaquaient dans un autre endroit. Donc ça a été bénéfique pour eux. Parce qu'au début, ils sont partis avec l'idée d'être là pendant 1 mois, de faire leur besogne et de retourner aux États-Unis. Puis au bout du compte, ils ont tenu 3 mois contre une armée de presque 20 000 hommes qui les pourchassaient jour et nuit à travers les montagnes de la Selle, le massif de la Selle dans le sud. Alors, toi et Gabriel Osson, tu vis au Canada depuis de nombreuses années. Est-ce que toi, tu as été victime de Duvalier également, ta famille ou toi? Non, pas directement, dans le sens que ma famille est partie aux États-Unis beaucoup plus pour des raisons économiques que des raisons politiques. Parce que, bon, il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Ma mère était mère monoparentale. Mon père est décédé quand on avait 13 ans, 12 ans, 13 ans. Quand moi j'avais 12 ans, 13 ans. Donc c'était elle qui était un peu la chef de famille. Et c'était difficile de subvenir aux besoins de tout ce monde-là. Donc elle est partie avec mes grandes sœurs aux États-Unis. Beaucoup plus pour trouver des emplois et ensuite nous faire venir à notre tour, comme beaucoup de parents faisaient à cette époque-là. Et ça fait combien d'années à peu près ça fait... Bien, moi, je suis parti de Haïti en 1969. Alors, ça vous dit, ça fait quelques années déjà. Ouais, ça fait quelques années, effectivement. Alors, Gabriel Osson, face à l'état du pays actuellement, en fait, par rapport au sacrifice qu'a consenti ces jeunes
vraiment parce qu'ils voulaient libérer Haïti. Est-ce qu'on peut dire que ce sacrifice est vain aujourd'hui par rapport à l'état du pays? Moi, je dirais que oui, pour deux raisons. Premièrement, si les jeunes d'aujourd'hui connaissaient le sacrifice des jeunes des 13 jeunes de Jeune Haïti, ça pourrait leur servir d'exemple, de montrer que oui, il y a une possibilité de s'élever contre les forces, si on peut appeler ainsi les forces du mal, qui terrorisent Haïti aujourd'hui. L'autre, c'est aussi le manque d'éducation des jeunes. Moi, je crois que un des tenants des jeunes de Jeune Haïti, c'était de faire la révolution par l'éducation, d'éduquer parce que les autres, ils ne voulaient pas prendre le pouvoir pour eux-mêmes. Ils voulaient aller libérer Haïti du joug de Duvalier, parce que c'est lui qui était là à ce moment-là, puis ensuite donner les rênes du pouvoir à ceux qui étaient capables, qu'ils disaient qu'ils étaient beaucoup plus capables qu'eux de régner ou de mener Haïti à bon port. Donc, moi je crois que leur sacrifice, comme tel, parce que c'est un sacrifice ultime que les gens font quand ils acceptent de mourir pour leur patrie, pour leurs idéaux aussi, aurait été vain parce que l'histoire n'a jamais retenu tout ce qu'ils ont fait. Vous trouverez dans aucun manuel aujourd'hui l'épopée de ces jeunes. Et quand je faisais des recherches sur le livre, il n'y a pas beaucoup de gens qui voulaient même en parler. Et il y en a même qui ne savaient même pas l'existence de cette histoire. Gabriel Osson, que réponds-tu à ceux qui disent que sous Duvalier, c'était mieux? Parce que, effectivement, on vient d'évoquer cette histoire horrible du sacrifice de ces jeunes-là et de la réponse extrêmement brutale de François Duvalier. Mais aujourd'hui, on vit une autre époque et ce que vit Haïti, effectivement, comment dire, on n'a pas de mots pour l'expliquer. Et certains jeunes sont tentés parfois de dire que au moins il y avait la sécurité, au moins il y avait la paix, etc., etc. On a entendu plein de choses. Alors, que peux-tu répondre à ceux-là qui disent que c'était mieux sous Duvalier? Moi, je dis c'est une grande fausseté parce que la majorité des gens qui disent ça n'étaient même pas nés sous Duvalier. Donc, et les autres, ce sont des personnes âgées qui ont une certaine nostalgie de l'Haïti de ce temps-là. Bon, si on me dit qu'il y avait une certaine sécurité, bon, il n'y avait pas une sécurité, c'est une sécurité relative parce que le pays était sous contrôle de la milice des Duvaliers ou de l'armée. Donc les gens vivaient dans une peur constante de se faire arrêter, de se faire fusiller, parce que bon, j'ai eu quand même plusieurs amis au lycée qui ont disparu aussi du jour au lendemain parce que ils voulaient s'élever, ils voulaient faire la grève, ou ils voulaient parler fort et tout ça. Mais il n'y avait pas de liberté, vraiment. Personne ne pouvait sortir du pays si tu n'étais pas relié d'une façon ou d'une autre avec Duvalier, où il fallait que tu payes à certaines personnes pour pouvoir le faire, comme c'était le cas de ma famille. Donc, je trouve que c'est une fausseté que de penser que le pays était mieux sous Duvalier. Il y avait une peur relative qui s'était incrustée dans toutes les couches de la population. Il y avait des personnes qui profitaient évidemment du régime beaucoup plus que d'autres, mais je ne crois pas que Haïti était nécessairement meilleur. C'est sûr, quand on regarde ce qui passe maintenant avec les gangs, où il n'y a aucune police qui soit capable de contrer ces gangs-là, bon, mais ça prendrait quelqu'un avec une main de fer, qu'on dit toujours, pour pouvoir ramener l'ordre. Et les gens, bon, c'est la peur qui finalement les guide. Donc, s'il y avait quelqu'un qui avait cette discipline de faire pour faire peur, si tu veux, à la population, mais peut-être le calme régnerait davantage.
Voilà, merci beaucoup Gabriel Osson de nous avoir accordé cette interview. Je rappelle que ton livre s'appelle Le jour se lèvera et c'est un livre très utile, même si c'est un roman. Et je rappelle que tous les faits sont à peu près vrais et c'est une façon aussi très libre de se plonger dans cette histoire tragique. Un détail que tu mentionnes bien, tous les faits sont réels. Les endroits où les jeunes ont été tués sont les endroits où ils ont été tués. Le manifeste des jeunes Haïti, qu'est-ce qui les a poussés à faire cette révolution-là, existe. Donc les documentations, ça existe, on peut les retrouver facilement. Mais c'est la portion de ce qui s'est passé réellement, vu qu'il n'y avait pas il y avait personne qui documentait leur périple, que j'ai romancé beaucoup. J'ai changé leur nom, au fait, sauf à la fin, où je mets la liste de tous ces 13 jeunes-là qui faisaient partie de ce groupe. Voilà. Donc, lisez ce livre si vous êtes intéressé par cette période et surtout par le sacrifice de ces jeunes, ce sacrifice très inspirant. Merci beaucoup Gabriel Osson et je rappelle également que nous avons publié un numéro d'une page d'histoire consacré aux 13 jeunes des membres Jeunes Haïti et des groupes des Camoquins. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse pour approfondir cette discussion. Merci encore Gabriel Osson d'avoir accepté cette interview. Merci beaucoup Guy, ça fait un grand plaisir de vous revoir. Merci.